Dans la compétition sur Smash Bros ou les jeux de combat en général, les tournois dont on se souvient le plus sont les plus gros tournois, c'est-à-dire les majors et les super majors. Et en soi, c'est logique, car ce sont les événements où tous les marqueurs sont au maximum. Ce sont les événements où il y a le plus de joueurs, le plus de nationalités représentées, ou encore les événements qui se déroulent dans les plus grands lieux. Et vous vous doutez bien qu'augmenter tous ces marqueurs augmente aussi le coût de l'événement, coût qui se répercute sur le prix d'entrée pour les participants et les spectateurs. Et en soi, c'est normal, si on veut vivre un événement exceptionnel, il faut y mettre le prix. Sauf qu'aujourd'hui, je voulais vous parler du plus gros major européen de 2025 sur Smash Bros Ultimate. Un tournoi qui a décidé de faire vivre à ses participants l'expérience d'un major tout en réduisant ses coûts et donc son prix d'entrée au maximum. En gros, le major du peuple qui a réussi à tirer les 5 continents. Donc le tournoi dont on va parler aujourd'hui, c'est le Smash Mania, un major de 416 joueurs qui s'est déroulé dans la ville de Rennes et qui était organisé par l'association Team Ascalon, une association créée en 2024 et qui réalise des tournois sur Smash Bros Ultimate sur la ville de Rennes. Et avant de parler de Smash Mania, il est important qu'on parle avant de la communauté où ce tournoi a été créé. La communauté de l'Ouest. Quand on parle de commu de l'Ouest, du coup, la zone qui compte dans le Power Ranking de l'Ouest qu'on a créé avec Ascalon, qui est un peu le modèle de perception qu'on a de ça. On prend en compte déjà la Bretagne. On a quelques petites communautés comme Quimper, Saint-Malo, qui organisent quelques tournois par an. Majoritairement, ça se focalise surtout à Rennes, du coup, qui est un peu le centre névralgique du truc, au global, qui est la plus grosse communauté de l'Ouest historiquement. Brest, qui est une très bonne communauté aussi, qui a The Weekly, qui a plusieurs très bons représentants. Et le tandem, du coup, Lorient Van, soutenu par la OG, donc le Ours Gang, et Pokémon Versus qui ont plusieurs tournois. Les weekly historiquement se sont alternés entre les deux villes, mais aujourd'hui c'est plutôt Lorient qui est la place forte, même si les Macarena de Pokémon Versus continuent de se dérouler près de Vannes. Et on a aussi du coup, pour rajouter ça à la Bretagne, on prend aussi en compte Nantes. J'ai envie de dire presque, pas ancien, mais très très gros bastion de l'Ouest, toujours beaucoup de joueurs actifs et tout. Depuis quelques temps, il y a un peu moins de gros tournois là-bas, mais ça reste un endroit hyper important de l'Ouest et un de mes préférés pour faire des tournois tellement il y a de niveaux là-bas, quoi. Comme on peut le voir, la commune de l'Ouest est plutôt bien desservie en termes d'événements, et ce notamment dans sa capitale, Rennes. On a 2 weekly par semaine, déjà c'est incroyable. On a beaucoup de tournois qui arrivent, les Smashdown, là du coup le Smash Mania, donc du coup on pourra avoir des majors à Rennes, déjà il y a MKLO, Big Boss, à Rennes, c'est une folie, il y a des Japonais à Rennes, c'est un truc de fou. Donc de ce qu'on voit, si un joueur souhaite aller à un événement Smash, il aura toujours un tournoi pas loin de chez lui où aller. Cependant, même si l'Ouest est une zone qui est bien desservie, elle a malheureusement du mal à attirer des joueurs qui ne sont pas de l'Ouest. On n'attire pas de fou non plus les communes extérieures. On galère un petit peu à attirer les Parisiens sur les Smashdown et ça prend son temps, mais on va dire que actuellement quand on fait un Smashdown et qu'on voit un top parisien s'inscrire, qu'on n'a pas invité à l'avance, il y a encore un petit pop-off, quoi. Ouais. On a donc une communauté qui peut être autosuffisante en termes de tournois, mais qui a du mal à attirer les joueurs extérieurs. Sauf qu'avec uniquement ces éléments-là, on a un problème. Car si la commu de l'Ouest a du mal à attirer des joueurs extérieurs à l'Ouest, comment ça se fait que Team Ascalon ait pu créer le plus gros Major Smash français de 2025, Major qui plus est, s'étant rempli en 4 jours seulement, ce qui est une prouesse de rapidité dans le milieu, et qui a attiré une vingtaine de nationalités. Alors, pour répondre à cette question, je vois 4 points qui expliquent cela. Et le premier d'entre eux n'est autre que l'envie et l'implication collective monstrueuse de toute l'association pour faire un événement de cette envergure. Ça a été des très longs débats par rapport à tout ce qui est la mise en place de slots, le staff qu'on pourrait avoir au préalable, les gens qui seraient prêts à être investis à fond, c'est-à-dire littéralement comme un CDI sur la préparation, etc. Le projet, on l'a commencé à le brainstorm depuis plus d'1 an et demi. Moi de base ça fait un moment que j'avais cette idée de faire de nouveau un gros tournoi majeur à Rennes, parce qu'en fait moi je suis arrivé dans la commune rennaise fin 2019, on sortait du Stunfest 2019, tout le monde parlait du Stunfest 2019, on avait eu Gluttony, Abadango, Shooton qui était venu, donc big major à Rennes, et depuis plus rien en fait. Donc entendre parler de ça et jamais avoir la même chose, c'était très 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 frustrant. Dès que j'ai vu qu'on avait le staff pour le faire, j'ai proposé de le faire. Le staff a été réceptif et on a sauté ce pas on va pas se mentir, violent. Un Smashdown, c'est quoi? C'est 140, 160 joueurs en moyenne. Là, on est à 416, donc le gap, il est vénère, quoi. On n'a pas fait de 256 entre les deux. Ce qu'ont très bien fait d'ailleurs le Retro Open Bar, le Citadel, qui sont des tournois qui ont vachement bien fonctionné de ce que j'en ai vu. Nous, on est allé tout de suite sur le Major et on l'a fait parce qu'on avait l'équipe pour, avant tout. Donc du coup, ok, premier point validé, on a une association motivée à créer quelque chose de grand. Sauf que pour Team Ascalon, organiser un événement de cette ampleur, c'est une première.
première. Et là va venir le deuxième point qui a participé au succès du tournoi, c'est que l'association Team Ascalon, étant consciente de leur manque d'expérience sur la création et l'organisation d'un major, n'ont pas hésité à s'entourer de personnes expérimentées pour les aider. Je dis même pas, hein, mais tous les bénévoles de Team Ascalon, tous les gens qui sont venus aider de la OG, les Rennais qui font les weekly, j'espère que j'oublie vraiment personne et je pourrais pas citer le nom de tout le monde. On regarde avec le recul, je m'inquiétais un peu pour le TOing et tout. Enfin, je regarde, pardon, on a les Avengers. Tu vois, Cacte dans ta venue alors que c'est notre premier major ici, mais je mentionne aussi qu'on a eu un consultant au tout début du projet. En plus de Cacte, on a eu Allen qui nous a énormément conseillé, qui a pas pu être là au final. Énormément de conseils de la part d'Allen et grand respect à lui. L'accompagnement qu'on a eu de la part des Théo français expérimentés, immense merci. Et c'est là où tu vois que c'est vraiment le soutien qu'on a reçu de la part des Théo non rennais pour ce truc, il est ultra précieux quoi. D'ailleurs, en plus de s'entourer de personnes expérimentées, ils ont aussi réussi à se faire financer par la ville de Rennes. Et le financement par la ville, c'est un point que je voulais soulever et partager. Car à force d'aller en tournoi, je me rends compte que la plupart des gros événements qu'il y a eu ont soit la ville ou le département en partenaire. On peut prendre l'exemple du Sunrise avec la ville d'hier, le King of Field avec le département du Val d'Oise, ou encore l'Evo France avec le partenariat avec la ville de Nice. Et maintenant, j'ai l'impression que c'est une quasi-obligation d'avoir la ville ou le département en partenaire si on veut réaliser un gros événement, et ce, dû aux besoins de financement. Cependant, il faut également garder en tête qu'avoir la ville en soutien, c'est bien, mais c'est assez difficile à avoir, car les délais de traitement sont souvent très longs, et quand on a une date annoncée, ne pas avoir de réponse rapidement peut être assez stressant. C'est marrant parce que le soutien de la ville de Rennes à l'événement, il est assez inestimable, genre vraiment en termes de matos. On a une subvention, on a des passes câbles, on a des rallonges, on a du matos son, lumière, en plus d'une enveloppe qui nous permet de tanker grosso modo l'invitation d'un des deux gros invités qui sont Hurt et Léo. Par contre, pour avoir l'aide, en vrai, très bons interlocuteurs, mais c'était beaucoup des gros dossiers. C'est un long entraînement de la ville. On a eu la réponse pour le matos le 12 septembre. C'est vrai que jusqu'au 12 septembre, on était là. Alors peut-être que... Ouais. On a donc nos deux premiers points de validés, et le suivant, peut-être que vous l'avez déjà deviné avec ce qui a été dit lors des interviews, mais ce sont les invités. Car quoi de mieux pour donner envie aux personnes de s'inscrire à notre événement que d'avoir des têtes d'affiche d'exception. Par exemple, il y avait Gluttony, meilleur joueur d'Europe et 13e meilleur joueur mondial, MKLeo, classé 17e meilleur joueur mondial, et Hurt, classé 3e meilleur joueur mondial. Évidemment, il n'y avait pas que ces joueurs-là en grosse tête d'affiche, il y en avait d'autres. Et d'ailleurs, donner envie aux personnes de s'inscrire, ce n'est pas la seule utilité des gros joueurs. Il y a pour moi deux gros points d'utilité à ton tournoi, au fait d'avoir des invités. Le premier, purement factuel, c'est la valeur en points de ton tournoi. C'est un ranking qui a lieu et des rankings des tournois qui est basé sur les joueurs qui participent au tournoi. Ce que les gens réalisent pas forcément, c'est qu'en fait, si tu invites des joueurs à très très haut niveau ou de haut niveau, donc avec une certaine valeur de points, oui, forcément ton tournoi prend de la valeur, mais aussi tu donnes l'opportunité à des joueurs locaux de gagner des points en fait. Parce que s'ils gagnent contre ces joueurs-là, ils prennent de la valeur et du coup, mine de rien, tu élèves le niveau en points des joueurs français en France. Tu as une win contre un des top 100, bah, ton Tom Berry, il prend de la valeur, bam, il passe dans le top 200 peut-être, tu vois. Et du coup, mine de rien, le joueur Tom Berry, quand il va à un tournoi en France, il amène des points avec lui et le tournoi en France prend de la valeur, même si t'as plus d'invités. Donc ça, c'est juste personnellement ma mentalité. Je me dis, ok, le système fonctionne comme ça. Ok, bah dans ce cas-là, on va jouer avec le système, faisons venir des invités. C'est pour ça que si tu poses même la question, parfois j'ai envie de t'amener des joueurs qui sont high, pas top tier, parce que du coup ils ont déjà une valeur en points, tu les amènes, tu donnes plus de chances à des joueurs français de gagner contre eux, et tu remontes le niveau. Et de toute façon, c'est des gens qui sont hype et contents d'être là. Ça, c'était pour le premier point par rapport à du coup, à quoi ça, enfin qu'est-ce que ça amène d'amener des joueurs comme ça. Et le deuxième point, c'est purement aspect humain, c'est des joueurs que tu vois sur l'écran pendant des années, des mois, t'es content de les voir jouer, tu t'accroches à eux, et le fait de pouvoir les faire venir, bah, ça te donne envie d'aller les voir et de dire ah putain je suis un grand fan. Et quand on veut inviter des joueurs internationaux à son tournoi, il faut savoir qu'on ne peut pas le faire n'importe comment. Il est important de connaître et prendre en compte dans sa démarche les différences culturelles qu'il peut y avoir. Ça dépend des régions, là pour le coup. Les Japonais, il faut passer par leur manager ou des personnes qui sont très proches d'eux, qui parlent et japonais et anglais pour qu'ils puissent leur transmettre les informations. Et après, il y a les groupes qui se créent, les mises en relation se font comme ça par mail, par des groupes Discord et tout. Pour inviter des joueurs qui viennent des États-Unis, c'est soit énormément d'attentes en termes de réponses, soit juste pas de réponse du tout, soit ils vont t'envoyer le mail de leur manager. Moi, en tout cas, c'est de mon expérience de ce que j'ai vécu. Pour les Mexicains, ça va plus être directement les DM, et eux, ils sont super chauds à chaque fois pour venir et pour assister à des tournois, donc ça va être beaucoup plus simple. Mais cette différence culturelle, elle se retrouve également dans l'ambiance générale du tournoi. Car en France, il est connu qu'on aime bien mettre de l'ambiance à nos événements. Cette différence de culture, comme tu dis, elle est même un peu en place chez eux, dans le sens, et il faut savoir, si jamais tu vas à Tokyo et à Osaka, les tournois sont pas forcément la même vibe.
c'est tout subtil, tu vois, mais les gars de Osaka, avec le Sumabato, ont plus l'habitude du gueulage. Tu vois, ils sont un peu chauvins aussi de leur côté. C'est pour ça que j'étais là pendant les showmatchs hier. Ils étaient quand même plutôt hype, tu vois, les Japonais, tu vois. Et du coup aussi, ils aiment bien ce côté hype de la France. On le présente à chaque fois, on voit bien qu'on gueule bien quand tu regardes les streams de l'UFA, t'entends la crowd derrière, tu vois. Et mine de rien, le fait d'avoir le cast audio dans la salle, c'est quelque chose qui est aussi typiquement européen par rapport aux US. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on est connu pour. Ah oui. Ouais. On est vraiment connu. 日本のトーナメントはすごいやっぱりコミュニティ大会っていう要素が強くて、なのでなんかあんまり観戦の人も声を出さないっていうのもよくあるんですけど、フランスの方はアメリカとかもそうなんですけど、やっぱ結構応援とかをちゃんと声出すっていうので、また違うそこが違うすごい雰囲気というか一番違う場所だなと。 Pour l'entraînement, je préfère la scène japonaise parce qu'il y a des bons niveaux, même par exemple dans le tournoi, round 1, round 2, c'est compliqué de gagner. Mais le tournoi, l'ambiance du tournoi français, c'est super agréable, c'est super sympa et je préfère ici. Donc pour récapituler, on a en premier point une équipe motivée et investie pour réaliser un gros événement. En deuxième point, un bon accompagnement, que ce soit en termes d'expérience ou en termes de financement. En troisième point, des têtes d'affiche qui donnent envie de venir. Et donc du coup, il ne nous reste plus qu'à annoncer le tournoi au monde entier. Et c'est ça le dernier point, la communication et surtout le trailer de l'événement qui était impeccable. Car même si un tournoi possède tout ce qu'il faut pour être excellent, si la communication n'est pas suffisante ou ne donne juste pas envie de venir, le tournoi peut avoir du mal à se remplir. Sauf que là, ce n'était clairement pas le cas. Et ça, c'est vu sur la rapidité à laquelle le tournoi s'est rempli. Comment j'ai réagi? En fait, je me suis j'ai pas trop regardé les inscriptions au tout début. En fait, je regardais surtout les stats et ça montait constamment. En fait, on a balancé le trailer à un event et à cet event-là, tout le monde était grandiose. Moi, je filmais en fait la réaction des gens et j'étais là, putain, c'est incroyable. Heureusement qu'il y avait un stab, parce que j'étais comme ça, en train de tenir J'étais en train de trembler parce qu'il y avait 3 semaines de travail où j'écrivais mon mémoire en même temps. Et j'étais en train de trembler et dès que c'était fini, j'ai posé mon stab et je sautais partout. J'ai sauté partout devant tout le monde. J'étais, oh putain, tout le monde est trop content, tout le monde a été trop réceptif. C'est exactement ce que je voulais comme réaction. Et après, j'étais en mode, ok, qu'est-ce que disent les gens sur Twitter à propos de ça? Et il y avait que des gens qui disaient, oh putain, c'est trop bien. Même des gens qui nous apprécient pas trop à la base, ils étaient là, ouais, ok. Là, on peut que applaudir. Vous avez fait du bon taf et c'est là que tu te dis, ok. Ah, j'ai pop-up chez moi, j'étais en Sleepy Beat, j'ai fait, ouah, la folie! En plus, en vrai, genre, qu'il est cap, ça m'a pas si étonné vu que, genre, à Paris, il y a très peu de tournois en ce moment, je trouve. Ça m'étonnait pas, mais qu'il y a autant de gens forts qui arrivent, ça c'est trop bien, genre. Et ça, c'est les réactions des personnes venant de l'Ouest. Mais les réactions venant des personnes n'étant pas de l'Ouest étaient tout aussi positives. Ça rappelle le Stunfest, forcément, parce que c'est la référence des gros tournois bretons que j'ai eu. Ça m'a rappelé aussi l'engouement qu'il y a eu sur le terrain, avec, tu vois, remplissage rapide, parce qu'en fait, c'est des figures communautaires et des organisateurs en qui on a confiance. Et puis, les gens savent que c'est des gens qui ont déjà fait des tournois, qui ont déjà, entre guillemets, montré patte blanche, qui n'arrivent pas avec des gros sabots et qui disent « Ok, on va mettre 1200 joueurs dans une boîte de conserve et vous aimez ça, le gaming ?» Donc, c'est cool. Et il faut savoir que Team Ascalon, c'est une association qui s'inspire beaucoup du catch dans leurs événements. Et notamment, inspiration qu'on retrouve dans le trailer et dans la direction artistique du Smash Mania. En fait, c'était vraiment le but. En fait, à la toute base, Ascalon voulait faire un truc qui nous plaisait tous. Du coup, j'avais fait un forms à tout le monde pour voir la vision de tout le monde de l'assaut. Et globalement, ce qui revenait, c'était de faire quelque chose de grandiose et qui avait une dimension un peu hype, tu vois. Et en fait, je sais que les gars, ils ont constamment le catch en tête en termes d'énergie. En fait, ils veulent tout le temps partir dans un truc du côté du catch. Et en fait, avec le Smash Mania, j'ai littéralement fait globalement la même chose. Je me suis dit, ok, il faut faire quelque chose de grandiose, mais j'ai pas envie de faire un truc en mode... Vas-y, pour faire quelque chose de grandiose, on va mettre des feux d'artifice partout et ça va exploser, tu vois. J'avais vraiment envie de faire quelque chose où on se sentait presque petit devant, quoi. D'où le fait que c'est toujours des grands espaces, des grandes lumières. Cependant, même avec tous ces points positifs, on peut dire que le Smash Mania a eu aussi une part de chance dans son organisation. Une part de chance qui n'était pas sans stress. Et concernant l'engouement du tournoi, quand les premiers trailers sont sortis, quand les premières annonces sont sorties, quand on a vu tout ça, et quand le Star GG a été publié et qu'on a vu qu'en 4 jours le tournoi s'est rempli, on a tous vu l'engouement direct, on a tous eu la même réaction, on s'est dit mais c'est fou en fait. Ça a attiré 400 joueurs,
Et le fait que MKLeo, Hurt et les top players mondiaux viennent, bien sûr, je pense que ça a joué. Mais aussi le fait qu'on n'ait pas d'autres gros majors aussi, c'est un fait qui joue énormément. En effet, le fait que Smash Mania n'avait pas trop de concurrence en termes de gros tournois a aidé dans le fait que beaucoup de joueurs s'y sont inscrits. Car pour aller en tournoi, il ne faut pas que compter sur le prix d'entrée. Il faut également prendre en compte les frais de déplacement, les frais de nourriture sur place et également les frais de logement. Ce qui peut revenir à très cher pour juste un week-end. Par conséquent, quand il y a plusieurs majors dans la même période, les participants sont souvent amenés à faire un choix de où est-ce qu'ils vont aller. Sauf que dans la même période du Smash Mania, il y avait l'Ultimate Fighting Arena, qui était le plus gros major Smash en Europe. Et je dis bien été, car en 2025, ils ont annoncé retirer Smash Bros Ultimate de leur compétition. Avec Fendra et le staff, on se dit allez, on met la date mi-août. Et non, là déjà on a Cact qui nous dit non, vous pouvez pas, il y a tel major. Ok, on va mettre fin septembre. Puisqu'on a des bruits de couloir comme quoi l'UFA cette année, il était déjà tard, il n'était pas annoncé, on était là, bon, il y aura sûrement pas d'UFA. Le calendrier Théo français auquel j'ai accès du coup, aucune date pour l'UFA 2025. Là on voit ça, on se dit bon, il y a peut-être une date à trouver là quoi, fin septembre. Et on se repositionne là. Et alors là, pour retrouver le bon fil des choses, parce qu'on rentre dans une espèce d'imbroglio où les Théo qui avaient la date de l'UFA refusent de nous dire déjà la date en elle-même et est-ce qu'il y a Smash ou pas. Il y a des raisons qui font que je peux comprendre ça, j'incrimine personne. Mais du coup, nous, on se retrouve dans un énorme entre-deux. On était en mode, est-ce qu'on peut vraiment rivaliser avec l'UFA, se mettre 2 semaines après? Et du coup, on prépare Mania, on fixe cette date et on se dit, bon, qu'il y ait l'UFA ou pas, on joue notre carte à fond, on tente de remplir à 384, on chope les invités qu'on peut. Et là, je reçois un coup de fil de CM Duck, Malo, qui m'appelle et qui me dit, mec, il y a l'UFA. Merde, il n'y a pas Smash à l'UFA. Et là, du coup, là, on comprend la carte à jouer. Mais c'est terrible parce que, désolé, hein, j'ai pop-off quand j'ai su qu'il n'y avait pas Smash à l'UFA. C'est horrible de dire ça. Mais parce que j'étais tellement soulagé, tu vois. Le jour du tournoi est arrivé et les joueurs commencent à rentrer petit à petit au Cadet de Bretagne, lieu où s'est déroulé l'événement. Et en se baladant dans l'avenue, on remarque une chose. Un truc qui confirme un fait sur les Bretons. Et ce fait, c'est que les Bretons sont fiers. Même très fiers d'être Bretons. On le remarque avec les différents drapeaux présents à l'événement, mais on peut aussi le remarquer avec les différents drapeaux bretons présents à des événements non bretons. La Bretagne et l'Ouest en général, mais surtout la Bretagne, a tendance à faire vraiment briller les Bretons, briller les locaux, à vraiment mettre les locaux en avant, puisque en fait, c'est une région qui s'est vraiment énormément autogérée en termes de Smash Bros. Et dites-vous que cette fierté bretonne, elle s'est aussi retrouvée dans la buvette avec les boissons qui étaient vendues. Et ça, cet amour pour sa région, c'est une des raisons pourquoi j'aime la commune de l'Ouest. Mais en vrai, c'est trop important. Genre là, Smash Mania, on vend du Brescola. C'est un mème pour les Parisiens, tu vois. Genre, ouais, les Bretons et leur putain de Brescola. Alors que nous, on n'y pense même pas. Nous, on boit du coca dans les bars. C'est juste que là, on est arrivé, on a fait ouais, mais non, mais on va le faire. On perd 20 centimes par bouteille. C'est complètement con, mais on l'a fait, tu vois. Alors, on l'a dit plus tôt, mais le Smash Mania a des inspirations du catch. Ça s'est remarqué dans la direction artistique, mais également sur les activités autour du Major. Par exemple, toute la semaine avant le Smash Mania, Team Ascalon a organisé un tournoi par jour en hommage au WrestleMania Week, qui est une grande fête du catch organisée par la WWE et qui organise des shows sur le thème du catch pendant une semaine. Autre exemple, Team Ascalon a créé pour la communauté de l'Ouest le titre de champion incontesté du Grand Ouest, où celui qui a le titre possède une ceinture de catch personnalisée. Et quand on est dans la scène Smash et qu'on prend ses inspirations sur le catch, il y a une chose qui vient tout de suite en tête et qui est à organiser. Et cette chose, ce sont les show matchs. Et pour le coup, Team Ascalon en a organisé beaucoup. Des matchs d'exhibition où la seule chose qui a gagné et à perdre, c'est l'honneur. C'est la première fois que je vois Luigi jouer ce personnage et directement ça veut éteindre. Oh là là, c'est fini. Oh le fou. Aïe, et en plus on fait la grimace. C'est vrai que on a un début de jeu assez calme. Attention, ici. On va bien revenir avec Eric. Le jeu tombe. Quelle anticipation. Oh oui. On mise pas sa tête. On revient derrière. Oh quelle rival. Mais qu'est-ce que c'est que c'est. Mais bon, le magicien. Elle est en tête. Et bon. Oh le public qui en peut plus. Oh le perte en désavantage. Zaikoro exceptionnel. Qui remporte mon cœur. Oh là là. On est deux. C'est le principe. C'est pas là pour trahir. Oh là là. Oh dans le shoot. C'est toujours les escales. Vraiment, on se laisse pas faire, même en situation un peu désavantageuse. On
a été agressif encore une fois. Oh là là. Ah ouais, Comme ça, avec la top plateforme qui n'est plus là et des plateaux un peu plus basses, ça peut être dangereux. Oh là 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 là. Oh attention. Il a planté. Oh là là. Mais Samuel, le roi du river, c'est Samuel Hippob, Tu ne c'est t'es lui. pas, on te fait. Oh, attention. Oh là 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 là. Toujours pas à trouver ses confirmes des deux côtés. Par contre, le down smash vient de donner temps. Et non, déconnecté. Et là directement qu'est-ce qu'on trouve? Ok, le Thunder qui va passer sous le lane. Bah là directement on joue sur DM. Là le petit coup de tête qui a poussé l'adversaire. Attention, très cher, et là directement le dernier ennemi qui remporte ce match. il arrive la roll. Ça peut tout casser maintenant. On va se un smash, un pi, quelque chose comme ça. On a mis cette texture, on va faire très attention. Et là on est terrifié. Oui. Et ils ont pas de shield. Première stop, ça après shield. Non, et on a le camp sur la deuxième stop. Catastrophe. Là, on a peut-être un match, c'est une catastrophe industrielle le truc. Là, tu es terrifié. Il y a surtout le KO punch. Tu peux le placer, 21%. On meurt. C'est les pourcentages magiques. Limon, deuxième stop. Le double KO punch. Et là, ça serait beau. Là, c'est très beau. On connecte. Oui. Et on a KO punch encore. On a repris le lead, hein, du côté du joueur japonais. Et non, la bille. Pourquoi on n'a pas trouvé la bille? On va en finir en beauté. Alors peut-être, ça n'est pas fini. Le shonen, les deux activés. On ne peut rien, on ne peut rien. C'est fini. いや、あれも最高でした、マジで。本当にありがとうございます。書いてくれて。En termes de couverture de diffusion, il y avait 5 streams sur lesquels on pouvait suivre les différents affrontements de la compétition. Et parmi ces 5 streams, il y avait VG Bootcamp, qui est la plus grosse chaîne de diffusion anglaise de tournois Smash Bros. Par conséquent, ça a permis au monde entier de pouvoir également suivre le tournoi. La plupart du temps, quand tu commences à avoir un tournoi qui a l'envergure et qui commence à avoir des invités, les gens qui sont du pays de cet invité vont vouloir regarder ce qui se passe, à minima. Si tu as un tournoi qui commence à être classé major dans le sens B, B+, A, tu vas avoir des gens internationaux qui vont commencer à vouloir regarder. Et donc le corollaire, c'est tu dois essayer de déployer un peu le nombre de langages qui vont être utilisés pour pouvoir parler du tournoi. Donc ça passe par des restreams, et au bout d'un moment, tu as aussi envie de dire, attends, en vrai, il y a quand même quelque chose qui se passe quand tu es dans la salle, c'est peut-être intéressant de déployer un stream anglais sur place. Ensuite derrière, la question c'est évidemment du budget, est-ce que tu en as ou pas? En fonction du budget, tu vas voir si tu es capable de pouvoir trouver des casteurs pour pouvoir te rejoindre. La plupart du temps, c'est des gens investis, donc ils prennent pas une très grosse enveloppe pour le week-end, parce qu'on considère qu'effectivement, c'est des gens qui doivent prendre l'avion pour venir. Et donc le bail, c'est clairement, si tu veux un stream anglais, je vais donner les chiffres, je pense que tu peux, autour de 1000 balles, avoir un bon stream anglais pour un major. Après, il n'y avait pas que le jeu Smash Bros Ultimate à cet événement. Comme souvent dans les majors, on est sur des événements multigaming. Et même si Smash était le jeu phare du week-end, on a pu avoir d'autres compétitions sur d'autres jeux de combat, comme Street Fighter 6, Guilty Gear Strive ou encore Rivals of Fire 2. Et pour revenir à Smash, il y avait un joueur qui allait être très dur à battre. Et ce joueur, ce n'est autre que Hurt, seed 1 du tournoi. Par conséquent, ça signifie que Hurt est censé remporter le tournoi sur les 416 autres joueurs. Mais venant en Europe pour la première fois, je me suis demandé quel joueur le seed 1 du tournoi pouvait bien redouter dans la compétition. Et étonnamment, le joueur que Hurt redoutait le plus n'était même pas un joueur européen. シード1をいただいてるんですけれども、ちょっと MK レオに、3回やって1回は最初勝ったんだけど2回負けてるっていうので、ちょっと MK レオに勝って優勝ができたら、自分としてはすごいいいかな。Sauf que MKLeo, Hurt n'aura même pas l'occasion de l'affronter lors de ce tournoi, car MKLeo il s'est fait battre par un joueur français. Le même joueur qui a également réussi à battre Gluttony, le joueur qu'on appelle le prince, mais qui a le niveau d'un roi. Va lui permettre de venir à bout de Palutena. Il a néanmoins 140% et il va directement prendre un bagarre. Gluto il joue beaucoup plus évasif avec la moto notamment qui est là pour mettre un petit peu de distance pour le bagarre. Par contre, et l'explosif flame. Est-ce que ça tue? Oui, ça tue. Évidemment que ça tue. 2-0 pour Aflo, mon très cher Zeni. Ça va très très vite dans ce début de top 8. Et là-dessus, qu'est-ce qu'on va trouver? Down tilt. On revient. Oh magnifique de la part du Gluttony, tous les gens de la attaque qui va suivre. Et oui c'est game. Aflo qui 3-0 Gluttony sur la semaine du Smash Mania. Il est sûr de que ça va être Palutena, on le voit sur l'écran. Je sais pas quoi en penser. Je pense, de toute façon, je lui fais confiance, c'est lui qui a la manette. Il sait ce qu'il fait, il est prêt.
On arrive à remonter sur terrain, mais encore une fois, à quel prix? C'est bon, pas grave, un jab, ça passera pas à le faire, attention, et le backer. Et ça tue enfin. Ça tue enfin. Raflo prend le gain et ouvre le score ici contre un partout, messieurs, dames. On l'a vu au sol, il fait le backer qui va toucher rien du tout, le up tilt qui ne va pas passer non plus. On joue avec le feu et on le maîtrise. Peut-être. Alors peut-être, il faut juste réussir. Ah non, pas peut-être. Je spoil un petit peu, je m'excuse. On est parti. C'est teste la parti. recovery. On va pouvoir remonter l'air dodge qui était bien senti, mais cette back throw. C'est le online. C'est le online. C'est le online, Et j'ai c'est reconnu. surtout la première game. Il est en train de jouer avec son adversaire. Il est en train il est en train de jouer avec. Regarde encore une fois. Et on a eu le sang et on a tout ce qu'il faut. Il l'a éteint. Il l'a éteint. Monsieur, il est temps de voir ce que ça donne dans cette grande finale ici de Smash Mania 2025. Raflo contre Hurt. La France contre le Japon. C'est tout de suite. Légèrement ses recovery. Il recommence à prendre cette habitude des recovery très très high. Est-ce que ça va se retourner contre lui? Il semblerait que oui. Bien joué. Alors prend des pourcents 126. Attention, la bonne ride sur la roll-in. Et quoi derrière? Oh non. Oh là là. Il est trop fort. Quand on voit le lead qui est en train de construire Hurt, il faut réussir à tenir du côté de Raflo. Oui. On tient et on est revenu. Il faut atterrir du côté de Raflo. La tâche d'attaque ici, elle est excellente. Et on va continuer cette phase du côté de Hurt. On va continuer à jouer à l'Hurt et c'est fini. Hurt l'emporte et Hurt pop off. Et a raison, il a été malmené. Il a été malmené, il a été poussé dans ses retranchements par notre jeune joueur français, par Raflo. Au final, c'est bien le joueur japonais Hurt qui l'emporte, et qui devient par conséquent le gagnant du Smash Mania 2025. Et pour le coup, avec autant de nationalités représentées, on pourrait se demander pourquoi des joueurs étrangers font autant de trajets pour participer à des tournois français. Ça dépend des profils. Pour être honnête, il y a des personnes qui sont vraiment attirées par le cash prize, surtout quand elles savent qu'elles peuvent le toucher. On va commencer par le plus obvious, voilà, surtout quand elles peuvent le toucher. Ensuite, c'est aussi pour les personnes qui veulent se faire une première expérience en France avec la compétition française, parce qu'ils en entendent beaucoup de bien, et sur les dernières années, avec les majors qui se sont déroulés en France, ça a eu un écho un peu mondial, et on va dire qu'il y a quand même beaucoup de gens, même si ça se voit pas forcément sur les réseaux sociaux, sur Twitter notamment, il y a énormément de personnes qui veulent venir en France pour jouer en France. Rien que, par exemple, les Japonais. Il y a des Japonais aujourd'hui qui m'ont demandé si je pouvais penser à eux si je dois réinviter des joueurs, par exemple. Donc je pense qu'il y a vraiment un gros intérêt, un énorme intérêt pour la commu française en fait en elle-même, parce qu'ils nous trouvent très bienveillants, ils nous trouvent chaleureux, ils nous trouvent accueillants, et c'est quelque chose qu'ils aiment beaucoup en fait. Et au-delà d'avoir apprécié le Major, les joueurs japonais ont également apprécié leur séjour en France, notamment Hurt qui a pu réaliser un de ses rêves d'enfant. フランスにそう招待してもらったってことで、もともとヨーロッパも初めてだったんですけど、すごいちっちゃい頃からヨーロッパの景色とかを自分の目で見たいって思ってたので、そのちっちゃい頃の夢の一つが今回叶って、とても嬉しく思います。そうだ、まず街並みがなんでしょう、日本でいうテーマパークみたいな建物だったり建造物ばっかりで、まず歩いてるだけですごく楽しい街だなって思いました。Au global, l'événement a été très apprécié. Et ça, ce n'était pas quelque chose qui était garanti pour ceux qui se sont inscrits dès le départ. Car pour rappel, on est sur une première édition de Major. Par conséquent, personne n'avait de point de repère passé pour prévoir si, oui ou non, le tournoi allait être qualitatif et bien se dérouler. Mais malgré tous ces points d'interrogation, le tournoi a largement répondu aux attentes du public. Non, il répond totalement aux attentes. Évidemment, sincèrement, c'est un tournoi de très grande qualité. C'est un tournoi qui montre que simplement avec un gymnase et des choses simples, et surtout des gens qui ont envie, des gens qui sont actifs, des gens qui mettent du cœur, tu peux faire quelque chose de vraiment grandiose pour la scène, et avant tout à destination des joueurs, parce que ça reste un major. Faut savoir qu'on est sur un A tiers, mais un A en France, il n'y en a pas eu 70, tu vois, cette année, ou même d'une manière générale. En fait, les joueurs, ils attendent des choses simples, des setups, du jeu. Ils attendent que la venue soit spacieuse, pas trop de queue, pas qu'il fasse chaud, c'est tout est réuni. Et en prime, il y a plein de petits sides, parce que les gens ne le savent pas, mais tu peux jouer à tous les anciens Smash, t'as des bornes, il y a une buvette qui est vraiment accessible et sympathique. Ils font les choses très très bien, et ils ont assuré pas seulement pour les joueurs de Smash Bros, mais aussi pour les joueurs d'autres jeux. Et ça c'est fort, ça c'est très très fort. Pour avoir fait des tournois à Nancy, organisé des trucs, etc., le maximum qu'on a réussi à faire, c'est un 7 tiers. C'était un beau tournoi, mais c'est trop compliqué de réussir à faire bouger des gens dans une région qui n'est pas considérée comme une top région de France. Lyon, tu vois, c'est possible. Paris, c'est possible. Nancy, galère de fou. Rennes, franchement,
bien joué. Bien wesh d'avoir réussi à faire un truc. Team Axalon, franchement, du coup, première un peu impression de G2, très beau boulot. L'organisation est vraiment au top. Donc là-dessus, pas de souci. La communication était très bonne. Même encore sur les réseaux, ils ont fait des posts, etc. Ils ont fait des show matchs. Franchement, j'ai rien à dire. C'était giga cool. Et au-delà de répondre aux attentes, ce tournoi permet également à Team Ascalon de montrer à la France entière que Rennes fait partie des grandes villes de Smash Bros en France. Je pense que ça met Team Ascalon sur la carte pour l'Europe, même. Parce qu'en fait, t'as plein d'anglais qui sont là, t'as MKLeo, t'as Luigi, t'as Lancelot. Et ensuite, je pense que ça met aussi, ça envoie un petit message global aux TO de France et de plein de pays de dire en fait, tout est associatif. Il y a quasiment pas de joueurs invités. Il y a très peu de frais engagés massifs. Tous les prestats qui viennent, ils viennent parce qu'ils sont contents d'être là. Et le prix, c'est secondaire, tu vois. Et ça montre aussi que si tu t'appliques, que tu prends de l'expérience en tant que TO et que les étoiles s'alignent, c'est-à-dire t'as un bon partenariat pour une venue, t'as la bonne date au bon moment, et ben en fait, pour faire un bon Major Smash, il faut pas grand-chose. C'est trop cool les tournois trop beaux, il en faut, c'est super important. Mais c'est aussi cool de voir que tu peux faire un major avec un prix d'entrée à moindre coût. Et ça, Team Ascalon en est bien consciente, que bon nombre de personnes qui sont venues l'ont fait pour la passion du jeu et la passion de l'événement. Mais malgré tout, ils ont quand même prévu de quoi récompenser ceux qui ont rendu cet événement possible. Bah, c'est quelque chose qui nous fait de la peine parce que forcément, il y a une immense majorité qui ne sont pas payés à la hauteur de ce qu'ils apportent à l'événement. Ils y vont juste avec la passion. Et tout ce qu'on aimerait, c'est pouvoir avoir du coup les recettes nécessaires pour pouvoir payer tout le monde à sa juste valeur. Ça, c'est aussi quelque chose qui est prévu dans le bilan après, parce que quand nous on a mis en place le budget, on voulait faire en sorte d'être un peu plus qu'à l'équilibre, c'est-à-dire avoir une marge nécessaire pour derrière financer les prestataires qui au préalable nous disent qu'ils n'ont besoin de rien, mais qui apportent un travail plus que monstrueux à l'événement. Et honnêtement, j'espère qu'ils réussiront à garder cette stratégie sur le long terme. D'ailleurs, il y a quelque chose dont je me suis rendu compte lorsque j'ai tourné les interviews. C'est que plus j'en apprenais sur les coulisses de l'événement, plus je l'appréciais. Pour faire un comparatif, c'est comme si on avait deux plats identiques. L'un qu'on a acheté dans un commerce et l'autre qui était réalisé par une personne qui nous aime. Une personne qui s'est levée tôt le matin afin d'aller au marché pour nous choisir les meilleurs produits et qui a passé 3 heures en cuisine pour nous réaliser ce plat avec amour. Et même si au final ces plats sont identiques, d'une manière assez indescriptible, il y en aura un qui sera toujours meilleur que l'autre. Et là, c'est la même chose. Savoir qu'il y a toute une équipe qui ont pris de leur temps personnel pendant plus d'1 an pour me faire vivre 2-3 jours d'événements de folie, ça me fait encore plus apprécier l'événement. Ou encore, savoir qu'il y a des personnes qui, à cause d'indisponibilité de la salle le jour avant, ont dû finir d'installer la venue à 4h le samedi matin, alors qu'ils devaient être dans cette même venue 3 heures plus tard pour organiser et gérer l'événement. Me rendre compte de tous les sacrifices et l'amour qu'ont porté les organisateurs à ce tournoi a permis de l'apprécier encore plus à sa juste valeur. Et ce ressenti, j'espère vous l'avoir ne serait-ce qu'un peu transmis dans cette vidéo. Ce que j'aime bien, c'est le sourire des joueurs, le sourire des gens. Franchement, je le fais tellement pour que les gens y viennent et qu'ils kiffent un max. Ça, c'est pas assez dit et c'est vraiment à chaque fois ce qu'on se dit chez Ascalon, c'est que c'est à la fin, on se dit pas ok, on a fini l'event, c'est ok, on a fini l'event, mais qu'en ont pensé les gens? Je pense qu'en vrai de vrai, ça c'est le truc que j'avais envie de dire à la toute fin. C'est le plaisir des gens, c'est aussi notre plaisir en fait. On fait kiffer tout le monde. Le major du peuple en fait, c'est vraiment, c'est pour ça qu'on dit le major du peuple. On fait un major pour que ça plaise et pour que les gens kiffent. Et ça c'est trop cool.